Batman, je vais pas trop vous en parler parce que ce soir il y a deux personnes, l'un qui attend le film depuis à peu près 1 an et demi, qui me tanne depuis l'ouverture, il s'appelle Thierry, il est barbu, il bouge au premier rang, il sera accompagné d'un homme sans cheveux, il s'appelle Thomas, et ils vont vous parler du film dans un premier temps, et pour ceux qui veulent, ils vous parleront du film bien plus longtemps après en débat. Messieurs, je vous laisse la place, merci, et vous pouvez les applaudir. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me couper dès le début, c'est cool. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, comme disait Tristan, donc déjà, merci pour l'organisation de tout ça. Donc, nous, c'est Popsy, donc émission de pop culture sur la radio Westrack Radio. Donc, vous pouvez suivre aussi bien sur le site que sur l'application. Et même sur Facebook, n'hésitez pas à nous suivre. On balance toujours des petites infos, des podcasts, tout ce qui se fait, notamment d'événementiel dans le coin autour de la pop culture. On relaie tout ça, donc n'hésitez pas à nous suivre, ça va nous faire plaisir. Ensuite, pour commencer tout court, voilà, la séance, pardon. Là, l'occasion justement était trop belle de louper ça, donc on fait les 80 ans de Batman, donc cette année. On fait en même temps les 30 ans du film qui est sorti donc en 89, et justement avec Dumbo qui va arriver bientôt, les retrouvailles justement de Tim Burton et Michael Keaton. Donc c'était vraiment l'occasion de parler de tout ça. Donc pour commencer, maintenant de parler de Batman, je vais passer la main à Thomas. Donc pour commencer, qui n'a jamais vu le film? Il y en a quand même quelques-uns. Très bien, bah écoutez, bonne découverte. Revenons un petit peu sur la jeunesse de ce projet. C'est un projet qui a mis 10 ans à se concrétiser. Tout part de Michael E. Uslan, qui est le premier aux États-Unis à avoir proposé des cours universitaires sur les comic books, et plus particulièrement sur le super-héros. Son but, son rêve de fan, c'est de produire le premier film Batman qui soit fidèle à ce que les créateurs Bob Kane et Bill Finger avaient imaginé au tout début des parutions du comic book. Il va donc acheter les droits et fonder en 1979 avec un vieux briscard de la production Benjamin Melniker, Batfilm. Donc la production Batfilm est créée en 1979. Le timing est parfait, sachant qu'1 an auparavant, Superman est sorti au cinéma, c'était un immense carton. C'était pas gagné. C'était également un gros coup de poker pour le studio Warner. En 1982, un scénario est écrit par Tom Mankiewicz. Alors Tom Mankiewicz, il était consultant créatif sur le premier Superman de Richard Donner, mais en réalité c'est lui qui a écrit le scénario qui a servi au tournage. Donc voilà, il a un CV qui fait qu'il était l'homme rêvé pour écrire Batman. Le scénario va passer entre plusieurs mains parce que, en fin de compte, c'est très difficile de trouver le réalisateur qui aura la vision sérieuse de Batman. Alors, il y a eu plusieurs réalisateurs, notamment Joe Dante, qui est le réalisateur de Gremlins. Mais très vite, ça passe entre les mains. Alors, le réalisateur d'SOS Fantôme, Ivan Reitman, donc SOS Fantôme, Batman, on se dit, tiens, ça ressemble pas trop. Et pour Ivan Reitman, Batman devait être Bill Murray. Et le Robin, Eddie Murphy. Donc ça fait sourire un petit peu, et moi personnellement j'ai du mal à imaginer un petit peu ce que ça aurait pu donner, parce que ça aurait peut-être pas été sombre, ça aurait peut-être été plutôt burlesque. C'est surtout que Michael E. Uslan se dit il s'est passé quelque chose, il a un peu perdu l'objectif de base qui était de faire un Batman vraiment sombre. Donc il va s'associer à 2 producteurs, John Peters et Peter Guber, qui vont relancer la machine, et c'est Warner en fait qui a déniché un petit prodige qui s'appelle Tim Burton. Donc Tim Burton, à cette époque, en 1985, il a déjà réalisé Pee-wee's Big Adventure. C'est pas forcément pour l'univers de Pee-wee qu'il a été retenu, c'est-à-dire que ses courts-métrages, notamment Vincent et puis Frankenweenie, ont été très connus, et puis il y a une ambiance très sombre, très gothique. Ce qu'il va faire déjà, Burton, c'est qu'il va lire le scénario de Mankiewicz et dire c'est pas ce que je veux, c'est beaucoup trop solaire, ça s'y prête pour Superman, mais il faut changer de tonalité. Il va écrire avec Julia Hickson, qui était sa compagne à l'époque, un traitement de 43 pages, donne sa vision de Batman. Je crois qu'on en reparlera un petit peu lors du débat, parce que
voilà, il y a des choses fabuleuses dans ce traitement. Et il va confier ce traitement à Sam Hamm, qui lui est un jeune scénariste qui est embauché par Warner et qui est un fan absolu de comic book. Le scénario part en écriture. Il y a une étape importante. Il faut que Burton sorte Beetlejuice. Warner dit, on va attendre les résultats de Beetlejuice pour savoir si on donne carte blanche au projet. Beetlejuice est un succès. Très bon film. Et puis voilà. Et donc Burton peut tourner son film. Un des moments cruciaux de ce projet, c'est bien entendu l'annonce du casting. Le casting, donc oui. Pour ceux qui connaissent Michael Keaton, qui est le Batman, à la base, lui, il était plutôt connu, entre guillemets. C'était pas encore une grande célébrité, mais il faisait surtout de la comédie. Donc, à part quelques apparitions dramatiques, il était vraiment connu dans ce domaine-là. Donc, les fans de Batman s'insurgent complètement. La Warner reçoit plus de 50 000 lettres de protestation, comme quoi ils en veulent pas. Mais Tim Burton, lui, dit non, moi, ce mec-là, je le veux. Et bon, voilà, il a réussi à faire plier un petit peu tous les décideurs, parce qu'on verra plus tard, mais la liste était assez longue sur les idées pour Batman. Et concernant le Joker, par contre, Jack Nicholson, alors là, les fans, c'était presque évident pour eux. Donc les rôles un peu psychologiquement barrés, entre Shining, Vol au-dessus d'un nid de coucou, même Easy Rider aussi, se sont dit, bon bah, le mec, il y a aucun souci, c'est lui. Sauf que Nicholson tardait un peu à répondre, et pour lui mettre la pression, la Warner a décidé de confier Robin Williams pour faire le Joker, et sauf que Nicholson, ça lui a permis de se décider, sauf que Robin Williams, lui, s'est un peu senti manipulé, et il aurait dû, entre guillemets, normalement faire l'homme mystère dans Batman Forever en 95, mais comme il s'est senti manipulé, il a décliné la seconde invitation. Donc comme quoi, ça se joue un peu de temps en temps. C'est ça. Il a même refusé à un moment de tourner dans tous les films Warner. Bref, pour revenir à Batman, le tournage se déroule en Angleterre au studio Pinewoods, donc les studios mythiques des James Bond. C'est un tournage un peu musclé pour Burton, qui doit subir sur le tournage plusieurs interférences du studio et plusieurs réécritures du script. Dans la presse, il commence à se dire que le film est peut-être une catastrophe. Déjà, on annonce déjà une catastrophe, un four. Donc la Warner décide de lancer dans un Comic-Con un teaser, une première bande-annonce qui sera vue, archivée, revue par des millions de fans. On a des spectateurs qui décident de payer la place dans un cinéma juste pour voir la bande-annonce et de squeezer le film. Donc la hype est lancée, la machine promotionnelle est en marche, des millions sont dépensés. C'est un des premiers films où il y a eu une immense machine promotionnelle. Du coup, tout le monde sait que Batman va sortir à l'été 89. Et c'est un carton hallucinant qui dépasse même le nombre d'entrées de Indiana Jones et Dernière Croisade et Abyss. Voilà. Et Abyss, voilà, il fait mieux que les gros concurrents des studios adverses. On parle de Batmania et on verra que le film a eu son héritage se ressent encore. Mais je crois qu'on en a déjà trop dit. On va peut-être vous laisser découvrir ou redécouvrir le premier Batman de Tim Burton. En vous souhaitant bon film, Bon et film. bonne découverte pour les quelques personnes ici présentes. N'est-ce pas, Morgane? Qui a aimé? Bon. Qui est déçu? Bon, d'accord, très bien. Merci, c'était génial. L'échange, au revoir. L'échange. Non, on peut peut-être aborder le casting quand même, parce qu'on a parlé de Michael Keaton en Batman, donc un acteur qui ne faisait pas du tout l'unanimité, puisque 50 000 lettres ont été reçues à la Warner, les fans envoyaient ça à la Warner, si bien qu'ils pensaient à un moment recaster le personnage de Batman. Bob Kane, le créateur de Batman, un des deux créateurs, mais le seul officiel à l'époque, avait du mal aussi à voir Michael Keaton en Batman, il n'était pas convaincu. Et Michael Uslan, donc qui est à l'initiative du projet d'adaptation sérieuse de Batman sur grand écran, a tout de suite répondu. Donc c'est ça ce qu'on va faire, c'est un acteur de comédie qui va jouer Batman. Il était lui aussi persuadé que Keaton ne pourrait pas aller faire le job. Aller se planter. Oui, tout à fait. Donc je crois qu'il y a eu aussi pas mal d'acteurs pressentis.
Alors, les noms, ça va vous parler. Après, on verra ce que vous allez en penser. Il y a eu des noms comme Kurt Russell, Al Pacino, Patrick Swayze aussi. Ça aurait pu être un peu particulier. Tom Hanks, Ray Liotta, Sylvester Stallone aussi. Alors, il y en a eu beaucoup, hein. Bruce Willis, voilà, Richard Gere, Nicolas Cage, Mel Gibson, Tom Cruise. En gros, tous les acteurs en vogue dans les années 80. C'est ça. Simple. Sachant que l'un des plus sérieux envisagés par Warner, c'était Mel Gibson en fait, mais qui à la même époque était engagé sur la suite d'un autre grand succès Warner, c'est-à-dire L'Arme Fatale numéro 2. Voilà. Et du côté du Joker... Alors, le Joker, comme on disait tout à l'heure, Jack Nicholson tout de suite a fait l'unanimité auprès des fans. Même Bob Kane, lui, voilà, quand le projet s'est lancé en 79, il imaginait déjà un petit peu Nicholson, et le fait qu'il soit choisi, c'était un peu de consécration de 10 ans d'attente. Mais avant ça, il y a eu d'autres acteurs aussi qui auraient pu faire ce rôle. Donc Tim Curry, qui sortait presque de Legend quelques années avant, C'est ça, oui. et qui est aussi connu pour Heat, pour le Rocky Horror Picture Show, et d'autres. William Dafoe aussi, David Bowie avait été envisagé, Jeff Goldblum. Bon, il y a eu Al Pacino, donc forcément pour le Joker, il y avait Robert De Niro, évidemment. Alan Rickman aussi, ça aurait pu être très bien pour la chute de fin. Qui sortait du succès de Die Hard, Piège de cristal, un an auparavant. Et même John Malkovich ou encore Christopher Lloyd, donc il avait été Christopher Lloyd, pas approché, mais dont le nom était sorti en réunion, donc on sait ce que c'est, on dit tous les noms qui passent, et puis... Christopher Lloyd, le Doc Brown de Retour à le futur, qu'on a vu également dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, dans un personnage qui a petite vibe Jokeresque, on va dire. Et ça aurait pu permettre une nouvelle rencontre après Vol au-dessus d'un nid de coucou, 14 ans auparavant, avec Jack Nicholson. Absolument. On va parler un petit peu de Tim Burton. Alors pourquoi Tim Burton s'est lancé dans les adaptations de Batman? Tim Burton l'a déjà dit, il n'est pas spécialement fan de comics. Pour une raison toute simple, c'est déjà il est dyslexique. Il disait, moi j'ai eu du mal à savoir dans quel cas se faisait suite à la précédente. Je ne sais pas dans quel sens lire un comic book, mais cependant il était familiarisé avec l'image de Batman, du Joker. C'est d'ailleurs ces deux personnages qui l'ont toujours fasciné, c'est la relation entre le Joker et Batman. Alors il les connaissait parce que, même s'il ne le disait pas à l'époque, et vous le verrez assez peu dans les making-of promo, mais il le dit dans les bouquins, en fait il était fan de la série télé des années 60, de 66 à 69, 68. Il l'a pas dit parce que, il l'a pas révélé dans les interviews à l'époque parce que la volonté assumée c'était de faire oublier cette série qui, pour beaucoup, avait dénaturé le personnage de Batman, même si, et ça c'est le paradoxe, ça lui a permis d'en faire un personnage iconique de la pop culture. Donc, il y a ça, il voulait travailler sur ces deux personnages, ces deux icônes, Batman et le Joker, mais lui, Burton, il dit, je me retrouvais un peu dans Batman. Batman, c'est ce personnage, ou Bruce Wayne d'ailleurs, c'est ce taiseux, cette personne qui a une autre facette, une face sombre, et qui ne se révèle pas, qui est incapable de créer un lien avec autrui. Et Burton, voilà, dans nombreux de ses films, et on peut dire... Surtout un, donc l'année suivante. Oui, voilà, c'est ça. Dans beaucoup de ses films, en fait, il y a un personnage auquel il s'identifie. Ça peut être Winona Ryder dans Beetlejuice, cette adolescente gothique, et le film auquel tu fais référence, c'est donc Edward en main d'argent, donc avec Edwards qui est totalement isolé et reclus. Absolument. Si vous n'avez pas vu, regardez le film. Voilà. Film qu'il a fait 2 ans après. L'année suivante, ce qui sort en 90. Donc voilà, c'est vraiment cette histoire, cette image de Batman qu'il a en tête. Lui, il se dit donc en partant de ce postulat, je veux faire de Batman un personnage cliniquement schizophrène. Son Batman sera fou, son Batman doit être l'équivalent du Joker. Et c'est aussi pour ça qu'il a choisi Michael Keaton. Il estime que c'est le seul acteur qui est capable de faire face à Jack Nicholson, parce que Jack Nicholson va voler les scènes, on va dire. En quelque sorte, Jack Nicholson est connu, tu l'as dit, reconnu pour ses rôles de personnages un peu frappadingues, Shining, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il sait qu'il faut un acteur qui ait une certaine puissance, une certaine présence pour tenir tête
à ce Joker. Donc Michael Keaton, si vous voulez remarquer, a les mêmes sourcils que Jack Nicholson. C'est une façon de parler, mais en fait, il y a quelque chose dans le regard de Keaton. Je crois que d'ailleurs c'est une fois plus Burton qui disait, il se passe 1 milliard de choses dans le regard de Michael Keaton. Et dans le film, on le voit très souvent en train de réfléchir. On a l'impression que ce mec cache quelque chose. Et on se faisait la réflexion tout à l'heure. Il y a une scène où il est assez, son interprétation est assez dingue. C'est dans l'appartement de Vicky Vale, où il est bourré de tics. Comment c'est bourré de tics? On sent qu'il a quelque chose à dire. En même temps, c'est le but de la scène. Quelque chose qui ne va pas sortir. Et puis quand le Joker arrive, une facette de lui ressort. Et c'est peut-être là justement où on peut dire que, alors c'est votre avis, c'est le nôtre. Burton a peut-être vu juste parce que il arrive à tenir tête à Nicholson, le Joker, dans une scène où en fait il fait exploser toute sa rage et toute sa folie. Et il est assez bluffant dans cette scène. On va continuer un petit peu sur le projet tel que Burton imaginait au début. Alors on l'a dit un petit peu en préambule de cette séance. Tim Burton a écrit avec sa compagne de l'époque un premier traitement de 43 pages qu'il livre à Sam Hamm, donc le scénariste. Et ensemble, ils vont faire plusieurs versions de ce scénario avant d'aboutir à cette mouture qui n'est pas que du fait de 2 hommes, puisqu'il y a un autre scénariste qui est crédité, c'est Warren Scarron, qui est accessoirement scénariste de Beetlejuice. Et puis, il y a un script docteur qui n'est pas cité, c'est Charles McKeown, qui est un acteur-scénariste qui a participé à de nombreux films de Terry Gilliam, notamment donc Brasil, si vous vous souvenez de ce collègue qui tire à lui la table. Le bureau est partagé entre deux pièces, donc c'est lui, il est également dans Les Aventures du Baron Munchausen, dans lequel il avait à la fois la casquette de scénariste et d'acteur. Il jouait ce comparse qui a une très longue vue sans artifice. Donc voilà, le scénario original, le traitement original de Tim Burton. C'est quelque chose qui est assez éloigné en fait de ce qu'on voit. C'est une narration beaucoup plus chronologique. Ça a commencé avec la mort de Thomas et de Martha Wayne, donc les parents. On découvrait la genèse de Batman, de comment Bruce Wayne devient Batman. Et puis ensuite, c'était la confrontation avec le Joker, mais aussi d'autres personnages. Notamment, on retrouvait déjà Catwoman, le Pingouin, peut-être même, alors je crois qu'il y a un doute sur l'homme mystère, voire même Double Face, mais qui avait des apparitions très très courtes. On retrouve quand même certaines idées qui resteront dans ce film, dont une qui a fait crier certains fans, puisque, comme le dit Burton à l'époque de Batman, le problème c'est le fan. La mort des parents de Bruce Wayne, justement. Qui est le tueur des parents dans ce film? Le Joker. Ça posait problème parce que dans la mythologie instaurée par les comic books, ce n'est pas le cas. C'est un personnage qui s'appelle Joe Chill. Le producteur Michael Uslan, lui, n'est pas vraiment favorable à cette idée. Il va imposer, d'ailleurs, un subterfuge. Il demande à ce que dans la scène où on voit les parents se faire assassiner, qu'il y ait un deuxième voyou, en fait, qui est Joe Chill, en fait. Cette idée que ce personnage connu par les fans de comics était bien sur la scène lors de la mort des parents de Bruce Wayne. Mais c'est pas du tout ce qu'avait en tête Tim Burton, qui avait imaginé une scène beaucoup plus folle, et pour laquelle il s'était inspiré de quelques comic books. Alors, je vais un petit peu vous expliquer la scène. Il y a un comic book de l'époque, de l'âge de bronze, c'est-à-dire après les années 60, à la fin des années 50, pardon, où Batman découvrait que ses parents, un soir, étaient allés à un bal costumé et avaient immortalisé ce bal costumé par des photos. Donc Bruce Wayne épluche l'album de famille et il voit, sa mère était déguisée en papillon. Elle avait un très joli costume de papillon et son père avait un très joli costume de chauve-souris. Il a dit, voilà, inconsciemment, j'ai reproduit, j'ai vu mon père en chauve-souris, du coup j'ai pris un peu son identité. Burton adore cette idée, il veut aller plus loin. Il dit, on va faire en sorte qu'en fait, le soir
où les parents se font assassiner en présence du jeune Bruce, ils avaient ces costumes. Donc il y avait la mère qui était non plus en papillon mais en fée, et le père Thomas Wayne en chauve-souris. Il imagine une scène où on les voit, pareil, remonter cette rue renommée Crime Alley, et un camion de glace apparaît avec une petite musique enfantine, une petite ritournelle. Le camion de glace s'arrête, et un jeune homme de 17 ans, le teint blanc, les cheveux verts, un sourire complètement fou, sort une arme et tue les parents de Bruce Wayne et s'en va. Voilà exactement comment Tim Burton à l'époque imaginait la mort des parents de Bruce Wayne. Donc quelque chose qui s'éloigne encore plus du comic book que ce qu'on a pu voir, qui reste d'ailleurs, alors c'est que mon avis, mais l'une des représentations les plus glaçantes à l'écran de la mort des parents Wayne. Et donc, quand il émet cette idée, Sam Hamm, le scénariste, lui dit jamais de la vie. Et en fait, ils se sont engueulés sur cette idée, même que le Joker puisse être l'assassin des parents de Bruce Wayne. Si bien qu'en fait, le script original, le script final livré par Sam Hamm est très différent. On dit que le dernier tiers du film ne correspond absolument pas à ce que Sam Hamm avait livré, et du coup, voilà pourquoi d'autres scénaristes sont arrivés par la suite. Et lorsque le tournage a commencé en Angleterre, Burton dit on avait un script qui plaisait à tout le monde, et pendant le tournage, on n'a pas arrêté de corriger le scénario. Le dernier tiers a changé en permanence. Si bien qu'un jour, il tourne une scène avec Jack Nicholson. Jack Nicholson doit monter des marches, donc on estime que c'est probablement les marches de la cathédrale à la fin. Et donc Burton dit bon, alors tu pars de là, tu montes les marches. Et Nicholson dit mais pour quelle raison je dois monter des marches? Je vois pas où est-ce qu'on va dans la scène, je vois même pas à quel moment ça intervient dans le script. Et Burton, à ce moment-là, qui en avait un peu contre la production, dit j'en sais rien et je m'en fous. Donc voilà, ça donne un petit peu le ton du tournage qui a épuisé Tim Burton, et voilà, sur le coup, il n'était même pas sûr de revenir pour une suite. L'histoire fait que, voilà, vous avez peut-être vu Batman le défi 3 ans après, mais entre-temps, il a fait Edouard de Main d'Argent, ce qui lui a permis de développer son style, et puis de devenir reconnu un peu plus comme l'auteur qu'il était, et entre-temps de devenir producteur de Batman le défi, ce qui est une grosse différence par rapport à ce film-là. Toujours pas de questions? Oui. J'apporte le micro. Non, c'est juste pour en revenir à la mort des parents de Bruce Wayne. Par rapport à tout ce qui a été fait au cinéma, aux animés et tout, je trouve que cette représentation-là et cette réalisation-là était la meilleure, la plus glaçante au niveau quand ça se passe, il n'y a pas de son, on entend juste les coups de feu et tout. Et c'était juste pour dire que malgré que le film soit assez ancien, ça reste une des meilleures représentations. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que par rapport à une interprétation comme celle de Christopher Nolan, qui est très différente, puisque le film essaie de s'ancrer dans une forme de réalisme chez Christopher Nolan, mais c'est vrai qu'elle est dénuée de toute émotion. La peur n'est pas franchement au rendez-vous. Et je vais mettre de côté aussi l'interprétation expédiée dans le générique de Batman vs Superman de Zack Snyder. Bref, où là, du coup, c'est très grandiloquent, c'est avec une musique qui crée une emphase particulière, avec des ralentis, où là, on est vraiment dans l'iconisation à outrance. Celle-ci, oui, glace le sang. Le jeune Jack Napier a ce regard et ce sourire de souris. Ça fait peur, quoi. Absolument. Donc, cette scène a marqué, en fait, Warner avait un peu peur. Quand ils ont présenté le film aux distributeurs, aux exploitants, ils n'étaient pas sûrs que les exploitants veuillent le diffuser. Ils ont dit, attends, ça peut faire peur. Le film est très noir, le personnage de Batman, on l'a dit, est même un personnage un peu sinistre, qui ne s'ouvre pas vers les autres. Donc, cette scène faisait partie de ce qui gênait un petit peu, de ce qui faisait un peu peur à la Warner. Entre autres choses. On va parler de Vicky Vale. Oui, Vicky Vale, donc jouée ici par Kim Basinger,
qui n'était pas du tout normalement au casting, puisque Vicky Vale devait être jouée à la base par Sean Young, qui est une actrice que vous avez peut-être vue dans Blade Runner, ou encore dans Ace Ventura, dans les années 90 aussi, qui fait l'agent, mais aussi dans Dune. C'est vrai. Donc 80, 90, 80, on revient. Et c'est elle qui devait vraiment jouer le film, sauf que, à coup du destin, on va dire, une chute de cheval l'empêche de faire le film, et du coup, c'est Kim Basinger qui est prise, et elle aura son impact aussi sur le film, parce que comme disait Thomas, avec toutes les scénaristes, le dernier tiers du film, les remaniés, elle y apporte sa pierre aussi, parce qu'à la base, dans le dernier tiers du film, elle ne devait pas apparaître, et elle est allée voir Tim Burton, ouais, ça serait bien quand même que j'apparaisse un petit peu plus, oui, bon, pourquoi pas, ah, puis que je fasse ceci, cela. Et en fait, toute la scène, par exemple, quand on la voit justement dans l'église, enfin dans la cathédrale, tout à la fin, tout ça à la base, normalement, il devait y avoir le Joker, Batman, et c'est tout. Donc, elle a eu son petit impact aussi là-dessus. Après, que dire d'autre de Vicky Vale c'est que c'est à l'écran sublime, déjà. Kim Basinger, oui, de summum, de sa beauté physique et de son succès dans les années 80. Elle a déjà été James Bond Girl et elle inaugure un petit peu cette nouvelle tradition. On peut pas parler de Batgirl, mais de l'acolyte, love interest de Batman. Non, mais pour le personnage de Vicky Vale, ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, donc elle existait dans le comic book, beaucoup au début dans l'âge d'or. Elle est réapparue par la suite, surtout dans les années 80, fait des apparitions très marginales. C'est un personnage qui a quasiment disparu. Initialement, dans le script imaginé par Burton, elle n'apparaît pas. C'est un autre personnage, alors on peut dire que les noms étaient presque interchangeables, un autre personnage de l'âge d'or du comics qui s'appelle Silver St. Cloud, et leur coup de foudre dans le premier script, leur coup de foudre se passe lorsque Silver St. Cloud est dans une soirée avec une tenue qui évoque une fée ou un papillon. Et là, du coup, Bruce Wayne voit l'image de sa mère, et donc il y avait ce petit complexe oedipien qui faisait surface. Donc oui, par contre, Vicky Vale, dans le comic book, historiquement, dans sa toute première apparition, c'est elle qui prend une photo de Batman, d'un côté, une photo du jeune playboy du coin, la Bruce Wayne, de l'autre, et qui dit c'est le même. Qui dit c'est le même. Déjà, elle a été pensée comme un équivalent de Lois Lane. Elle est beaucoup plus perspicace que Lois Lane, pour qui une paire de lunettes peut créer un subterfuge pas possible. C'est un costume à lui tout seul. Et toujours dans cette première apparition de Vicky Vale, elle est invitée dans la Batcave. Dès sa rencontre avec Batman. Bon, le contexte est très différent dans le comics. Elle est, je me souviens plus exactement, mais elle est censée aider l'enquête Batman et Robin. Par la suite, c'est devenu la petite amie de Bruce Wayne. Et le jeu, c'était que, elle est à 2 doigts de découvrir l'identité secrète de son petit ami, même si dans les faits, dès la première apparition, en fait, elle savait très bien qui c'était. Donc voilà, ce personnage est vraiment un clin d'œil fait aux fans de comics, et comme la volonté était de renouer avec le personnage de Batman tel qu'imaginé à l'origine du comic book, c'était devenu presque une évidence. Ça aurait pu être elle ou Silver St. Cloud. L'idée, c'était d'avoir un personnage issu de cet âge d'or. Mais pour ce qui est de la version cinématographique de Vicky Vale, ce qui est intéressant, c'est que l'amour qu'elle porte pour Bruce Wayne semble unilatéral. On n'a pas l'impression qu'il s'intéresse à elle. C'est bien tout le problème de cette relation, c'est qu'elle est la seule à vouloir l'entretenir. Mais là-dedans, le personnage d'Alfred est aussi très intéressant. Je ne sais pas si vous remarquez, déjà dès le départ, Alfred, ça passe pas par les mots, mais la mise en scène est assez explicite. Alfred est derrière Bruce Wayne. Bruce Wayne ne peut rien faire sans lui. C'est amusant quand on le voit poser le stylo. Hop, Alfred chope la coupe. Bruce Wayne va rentrer dans la bibliothèque. Alfred a déjà anticipé un verre d'eau. Peut-être était-ce le sien, mais il a déjà le verre d'eau. Et il est toujours derrière lui. Quand il y a le premier rencard, le flirt de Bruce et Vicky, avec cette grande table de salle à manger où qu'est-ce qu'on se marre, on a l'impression que le moment où
l'alchimie va se créer, c'est autour de la table de cuisine avec Alfred qui va révéler le côté humain de son maître, on va dire, enfin de Bruce Wayne. C'est l'entremetteur. C'est grâce à lui qu'il va conclure en quelque sorte. Et en fait, on retrouve ça jusqu'à la fin du film, où si bien que Vicky Vale apparaît dans la Batcave, parce que Alfred l'a fait rentrer. C'est ce qui a fait râler beaucoup de fans. Mais les fans ont râlé pour tout. Donc les fans ont râlé parce que Michael Keaton. Tim Burton aussi avait dit quand il est arrivé sur le projet, je veux plusieurs choses pour Batman et ce que je sais vouloir à tout prix, c'est un costume entièrement noir, pas de lycra, du cuir ou du vinyle. Pas de collant, pas de slip. Et pas de slip, c'est ça. Pas de slip par-dessus des collants, je veux un pantalon. Les fans ont râlé. Et Burton avait encore cette image en tête quand il était plus jeune. Il était allé à une convention de comic book ou de cinéma où les premières images de Superman de Richard Donner étaient diffusées. Et c'était la première transformation de Clark Kent en Superman. Il passe une porte roulante et il se transforme, il se déguise et il s'envole sauver Lois Lane. Et à ce moment-là, dans la salle, il y a un fan qui se lève et qui crie à un représentant de la Warner vous avez trahi le personnage de Superman, je vais le dire à tout le monde et personne n'ira voir votre film. Et là, tout le monde se lève et l'applaudit. Et c'est là que Burton dit waouh, ah oui, le fandom, enfin les fans peuvent avoir un pouvoir assez important sur des personnages qu'ils aiment énormément comme Batman, comme Superman. Bon, bien entendu, Superman a été un gros succès, lui aussi, donc ça n'a pas eu vraiment d'impact. Mais ça montre à quel point la vision du fan a pris de l'ampleur avec le temps. Aujourd'hui, avec Internet, maintenant c'est tout le temps. Peut-être un peu trop par moment, mais je vous laisse seul juge. Mais voilà, du coup, Burton, qui avait envie de s'approprier cet univers, a eu un peu mal. Et l'intervention de la Warner pendant le tournage, l'intervention aussi d'un autre personnage, le producteur John Peters, qui avait une grande expérience de coiffeur, a été importante, parce que, donc oui, c'est pas une blague, il était vraiment coiffeur, c'était le coiffeur de Liz Taylor, je crois, coiffeur / amant, je crois, et il est devenu producteur. Et John Peters a vraiment poussé Burton à changer plusieurs choses, notamment, il voulait des scènes d'action. Donc quand on voit la scène avec le malfrat, enfin l'acolyte du Joker avec les sabres, ou l'autre qui fait des saltos en avant et Batman les expédie l'un et l'autre, on sent Burton s'est un petit peu foutu de la gueule de ses producteurs. C'est méchant, c'est Indiana Jones. C'est ça, c'est en mode Indiana Jones, j'expédie, vous attendez une scène avec des chorégraphies, des péripéties. Non, je vais expédier, là n'est pas mon objectif. Car oui, en fait, Burton, ce qu'on voit, c'est que on va forcément à un moment faire la comparaison avec Christopher Nolan, qui a fait une trilogie. Autant Nolan, ce sont des films très politiques et ancrés dans un univers, on va dire, crédible, réaliste. Burton, lui, déjà, c'est un grand cinéphile. Contrairement à James Cameron, qui à la même époque, était en train de penser le cinéma de demain, Burton, il pense toujours au cinéma du passé. Donc là, on ressent l'héritage des films noirs et du film de gangster, parce que, naturellement, le comic book Batman vient de cet héritage. Le roman gothique aussi, pour beaucoup. On retrouve des situations, les personnages souvent, les démons, le vampire. On peut voir les deux personnages, Batman et le Joker, comme un démon, un vampire. Vous choisissez lequel et lequel. Le beau ténébreux qui gâche, c'est révélateur, qui cache un secret. C'est aussi une figure qu'on trouve dans le roman gothique. Et puis après, il y a les lieux. Ça peut être une crypte. La Batcave ressemble vraiment à c'est une crypte en fait. Les châteaux, le manoir, l'usine Axis Chemical ne ressemble absolument pas à une usine, mais beaucoup plus à une forteresse gothique. Et puis l'église, la cathédrale. Si bien qu'à la fin, alors il paraît, si vous regardez les making-of, il faut toujours se méfier des making-of promotionnels. Un producteur, je crois que je ne sais plus si c'est Peter Goober qui a dit oui, mais la fin en fait c'est John Peters et
et Jack Nicholson qui sont allés voir une représentation du Fantôme de l'Opéra. Donc, je pense que vu l'époque, ça doit être la comédie musicale de Broadway. Ils sont revenus, ils ont dit « Oh, ben voilà, c'est ce qu'il faut faire, la fin va se dérouler dans une cathédrale. » On a du mal à croire que ce n'est qu'à ce moment-là qu'est arrivée la référence au Fantôme de l'Opéra. Déjà parce que, ne serait-ce que, comment dire, Vicky Vale, qui est amené par Batman dans la Batcave, est presque un copier-coller de l'héroïne qui rencontre le fantôme de l'opéra face à son orgue. Donc là, c'est pas un orgue, mais c'est un ordinateur. Notamment dans la version de la Hammer, de Terence Fisher. Il y a eu beaucoup d'adaptations du fantôme de l'opéra, mais celle de la Hammer est assez importante. Pourquoi ? Parce que le grand méchant du film Le fantôme de l'opéra de la Hammer, c'est Michael Gough. Et Michael Gough, c'est Alfred. Donc le choix, le casting de cet acteur, voilà, n'est pas anodin. Et puis voilà, on peut citer d'autres références. Le lien, ce triangle, amoureux ou pas, à vous de voir, ça fait également penser au fantôme de l'opéra, mais à savoir lequel des deux entre le Joker et Batman est vraiment le fantôme, l'incarnation du fantôme. Parlons de Robin, peut-être. Robin. Donc, Robin, en fait, aurait pu être dans le script. Alors, tu disais que à l'époque de... À la base, quand c'est Ivan Reitman qui pensait le film, justement, ça aurait pu être Eddie Murphy. Donc, c'est bon. Après, on aurait eu Chris O'Donnell, mais... Alors, c'est vrai que l'histoire de... Je sais pas quel des deux est le mieux, en fait. En fait, l'histoire de Robin... Depuis le début des années 80, il était question que Robin soit dans le script. À un moment donné, Michael J. Fox était aussi envisagé. Mais lorsque Burton arrive sur le projet, on pourrait croire qu'il a mis Robin de côté. En fait, avec Sam Hamm, ils ont cherché à le mettre d'une façon ou d'une autre. Il devait apparaître vers le milieu du film et réapparaître à la toute fin. Donc on devait voir le Joker qui, partant à toute berzingue en voiture, allait rencontrer un cirque dans le cadre des festivités du bicentenaire, des fameuses festivités dont on voit juste la parade à la fin, et il devait soit lancer une bombe, soit tirer sur couper un cordage, et en fait, il tuait un couple de trapézistes, les parents des Grayson, les Flying Graysons, donc les parents de Dick Grayson, futur Robin, et laisser voilà le jeune Dick en colère et avec ce souhait de vengeance. Le personnage ne réapparaissait pas jusqu'à la fin du film, ou au moment où l'avion de Batman, le Batplane, le Batwing est dans le ciel, est dans le ciel, en fait on voit le personnage du Joker regarder en l'air, voir l'engin, et en fait il y avait une autre scène juste à côté, où le jeune Dick Grayson levait la tête et disait, en gros c'est le grand soir, et il réapparaissait de façon un peu artificielle, c'est vraiment un Deus Ex Machina, il réapparaître du coup à la toute fin, tout en haut de la cathédrale pour porter peut-être le coup fatal au Joker. Donc l'idée était vraiment que le Joker allait tuer tout le monde, les parents de Bruce Wayne, les parents de Dick, et le jeune Dick Grayson devait être interprété par Kiefer Sutherland. Voilà, le Jack Bauer de 24 heures chrono. Et d'ailleurs, juste dans les acteurs qui pouvaient faire le Joker, il y avait Donald Sutherland. Donc, oui, c'est ça. Ça aurait pu être sympa aussi. Pour finir sur Robin, il a failli réapparaître dans Batman le défi, mais là du coup Burton avait encore changé sa vision. C'était le jeune mécano de la Batmobile. En fait, il devait apparaître après que la Batmobile subisse un dégât. C'était un jeune mécano, il devait être interprété par Marlon Wayans. Donc là, c'est un acteur afro-américain, donc et encore un acteur de comédie. Ceux qui ont vu Scary Movie, voilà. Voilà. Un autre personnage d'ailleurs qui change de couleur de peau dans ce film, Harvey Dent. Vous avez reconnu l'acteur qui joue Harvey Dent ? Voilà, Lando Calrissian, donc Billy D. Williams, de son vrai nom, William December Williams. Ça c'est sympa, c'est pour vous, ça peut vous aider à briller en société. Donc en fait le personnage devait réapparaître par la suite dans Batman le défi. Il était question d'ailleurs que son personnage remplace celui de Max Schreck, interprété par Christopher Walken. Pour ceux qui ont vu le film, ce personnage, vous en souvenez. Si bien qu'un événement qui se situe à la fin de Batman le défi devait justifier la moitié du visage brûlé du personnage.
Mais Burton l'a mis de côté en disant, bah non, il y a déjà trop de méchants dans Batman le défi, ce serait ridicule d'en faire 3. Du coup, il a plus ou moins gardé pour le 3e film, qu'il ne fera jamais parce que Coca-Cola a trouvé que Burton était allé beaucoup trop loin. C'est comme ça que Batman Forever a été réalisé par Pas Joel. que Coca-Cola. Il y a beaucoup qui voulaient jouer avec le merchandising, les jouets, on Oui, se dit, oui, oh, McDonald's. c'est trop violent, on va se retirer de la campagne, et du coup, bah, c'est Joel Schumacher qui a fait Oui, le c'est 3 ça. en 95. Comme quoi, c'est toujours une question de jouets. Des jouets invendus. Maudit Happy Meal. Toujours pas une question, une suggestion? Ouais, On t'écoute. ouais, c'est juste un petit détail. Le pays, le Corto Maltese, Oui. c'est une référence du Pratt ou c'est parce qu'ils ne pensaient pas au Valverde qu'on voit partout? Oui. Alors, je vais d'abord expliquer le Valverde. C'est vrai que dans les années 80, c'était le cas dans Commando, dans Die Hard 2, quand il y avait souvent un pays sud-américain où il y avait un dictateur à dézinguer, plutôt de risquer un conflit avec un pays voisin, il y avait ce pays fictif, le Valverde, où il se passait tous les malheurs du monde. Là, le Corto Maltese, donc c'est bien une référence au personnage de bande dessinée d'Hugo Pratt, doublé d'une référence à The Dark Knight Returns de Frank Miller, donc roman graphique sorti en 1986. Et donc dans cette bande dessinée, il y a un conflit armé au Corto Maltese qui va déboucher sur un cataclysme. Lisez cette BD, elle est vraiment superbe, sublime. Elle a d'ailleurs servi de référence à Michael Keaton pour travailler son personnage. En fait, pour travailler son personnage, il s'est enfermé pendant un mois dans un appartement avec The Dark Knight Returns. Donc voilà, c'est assez radical. Donc oui, double référence en fait. Et d'ailleurs, pour finir avec Frank Miller, il y a quelques passages, quelques scènes, quelques références visuelles qui renvoient à son ouvrage. La première apparition de Vicky Vale, cheveux tirés en arrière, les grosses lunettes, et puis bon, le visage de Kim Basinger correspond exactement à l'idéal féminin millerien. Voilà, c'est vraiment un archétype à la Frank Miller. Une autre chose qu'on retrouve chez Frank Miller, c'est l'utilisation des médias, notamment les journaux télévisés. Alors pour ceux qui ont vu Robocop, c'est aussi extrêmement inspiré de The Dark Knight de Frank Miller, si bien que Frank Miller a écrit la suite de Robocop, mais je m'égare. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'ère des romans graphiques. C'est les récits de comic books sont devenus plus matures, s'adressent à un public adulte qui a grandi avec ces comic books. Et ils ont aidé, en fait, d'une certaine manière, à ce que la vision de Tim Burton aboutisse. Parce que quelques années auparavant, 84-85, c'était plus compliqué. Et voilà, il y a eu ces récits un peu devenus légendaires, donc The Dark Knight Returns de Frank Miller, The Killing Joke d'Alan Moore, que l'inspiration, enfin, les références, on les ressent, que ce soit dans La naissance du Joker, ou c'est déjà pas mal. En fait, dans La naissance du Joker, par exemple. Pour ceux que ça intéresse, The Killing Joke a été fait en animé il y a... C'est quoi, c'est 2016 Ouais, 2016. 2016. Donc, ce qui est en 2 parties, mais qui est... Moi, j'ai trouvé génial. Ouais. Quand The Killing Joke, c'est en une partie, The Dark Knight Returns, c'est en 2 parties. Ah, mais l'animé, ouais. Vraiment, c'est sympa. Peut-être parler un petit peu de l'héritage, enfin... vous montrez que ce Batman, en fait, a permis de relancer la Batmania, en fait, et que, par la suite, il y a notamment une série animée légendaire. Série animée, oui. Je pense qu'il y a peut-être pas mal d'entre vous qui l'ont vu, que ce soit sur Canal ou sur France 3 avec les minicums au milieu des années 90. Donc, série d'animation qui a commencé aux États-Unis en 92 et qui, justement, en fait, découle du succès du Batman de 89. Donc, la Warner, on va dire, en bonne entreprise américaine, il ne voyait aucune critique, s'est dit, tiens, ça a marché, il y a peut-être moyen de se faire un petit peu d'argent, on sait jamais, on va voir, on va décliner. Donc ils se sont dit, bon bah tiens, et si on lançait un dessin animé, un cartoon, mais différent de ce qui se fait, parce que jusque-là, dans les années 80, c'était pas, on va dire que c'était très coloré.
Et pour ça, la Warner prend deux personnes. Alors il y avait Paul Dini et Bruce Timm, c'est ça, qui avaient travaillé tous les deux sur le dessin animé He-Man, donc les maîtres de l'univers, muscleurs en 83. Donc après ils sont partis sur d'autres projets, notamment Bruce Timm, il me semble, qui est parti chez Lucas Film, parce que lui était plutôt dans l'animation, le dessin. Paul Dini était plutôt scénariste. Et il a participé à plein de petits projets qui n'ont jamais vu le jour. Et à cette époque-là, fin 80, début 90, ils ont travaillé aussi sur les Tiny Toons, et ensuite dans les années 90 aussi sur les Animaniacs. Donc vraiment les dessins animés Warner dans toute leur splendeur, bon là pour le coup coloré, et très très drôle, je pense. Après, chacun se fait son avis. Mais du coup, oui, Paul Dini et Bruce Timm, donc ils les reprennent et ils veulent coller exactement à l'univers du film de 89, voilà, partir sur quelque chose de sombre. Donc, à savoir que le 2, Batman Returns, donc le défi, n'est pas encore sorti, puisqu'il sort également en 92. Et voilà, ils retravaillent là-dessus, sur une autre version dessin animé. Ils veulent quelque chose vraiment de plus violent, de plus sombre. Et c'est pour ça que voilà, on retrouve toute la flopée de méchants avec des nouveaux, des personnages qui sont réécrits, et ils revoient vraiment ça sur 4 saisons. Donc après, je sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui ont des souvenirs justement de cette série animée ou pas. Des bons. Très bon. Donc ouais, Bah, les deux dernières saisons, oui. Et on voit déjà une différence d'animation entre la première et la deuxième. Donc la première, ça a bien marché. Sur la deuxième, ils ont mis déjà un petit peu plus de moyens. Donc après, il y a plein de références dans l'animé, par exemple. Il y a un épisode, bon après ça existait, il me semble, déjà dans les comic books, du Joker, voilà, qui va lancer une flopée de produits cosmétiques dans la ville, justement, pour tuer ou faire rire les gens, peut-être. Oui, c'était un peu moins violent. Souvent, c'était, voilà, il finissait à l'hôpital avec un rire compulsif, mais il y avait un peu moins de morts. Mais ce que vous dites, c'est vrai, c'est-à-dire qu'au début, quand le film est lancé, enfin quand la série pardon est lancée, le premier film a été un immense succès, le deuxième vient de sortir, mais quand les deux dernières saisons apparaissent, donc The New Adventures of Batman, entre-temps, il y a eu les films de Joel Schumacher. Donc Batman Forever, Batman et Robin, que nous vous conseillons de ne pas regarder. Et c'est voilà, il y a une influence sur la direction artistique globale de la série. Absolument. Toutes ces couleurs, parce que quand on voit les premières saisons, en tout cas, on voit clairement des coups de feu, des explosions, des gens qui tombent Bon alors, ça reste un dessin animé, de temps en temps il y a un personnage qui tombe de 10 étages dans un buisson, il se relève, il part en courant. Bon, mais sinon, dans l'idée, la série animée est très réaliste quand même. Des gens meurent, c'est quand même ultra violent par rapport à, comme je disais, ce qui se faisait avant, genre les Tiny Toons. Bon, entre les deux, on voit quand même qu'il y a un écart, un qui est très coloré et l'autre qui est parti, comme le film là de 89, sombre, même au niveau psychologique, des personnages qu'on voit dedans qui deviennent complètement dingues, que ça soit dans un épisode qui se passe dans une sorte de réalité virtuelle, ou dans un monde où Bruce Wayne voit Batman en face de lui, il dit mais non mais c'est moi Batman, bah non mais t'inventes n'importe quoi, toi c'est Bruce Wayne, et que le personnage, on va dire, pète son câble, hein, carrément, des épisodes qui sont très tournés, non pas sur les choses édulcorées, mais vraiment les vrais problèmes de société, le grand banditisme, toute la psychologie vraiment des personnages, tout tourne autour de ça dans la série, et c'est vraiment un renouveau dans l'animation que lance justement cette série animée en 92. Oui. Non, c'est aussi le rapport entre Bruce Wayne et le Joker était vachement bien mis en scène. Oui. Le Joker était très machiavélique parce qu'il y avait vraiment toujours quand on pensait à chaque fois qu'il allait l'avoir, il y avait toujours un autre plan qui arrivait et tout, il était super bien travaillé. Il y a toujours une pirouette pour s'en sortir, et c'est le déglingo complet qui s'en fout tout, justement, notamment avec l'arrivée donc dans l'animé du fameux personnage d'Harley Quinn, justement, qui a été créé pour ça, et c'est vraiment, on voit, c'est son jouet, son larbin, quand elle s'en va, il est perdu, mais quand elle est là, il fait que de la repousser, parce qu'il s'en fout, c'est lui en premier, et voilà, donc on voit vraiment un personnage très torturé, psychologique, et très vicieux.
Harley Quinn, donc, qui est apparu dans la série animée pour ne jamais quitter après la mythologie Batman. D'ailleurs, petit jeu, rien à gagner. Dans le film que vous venez de voir, il y a un élément qui apparaît pour la première fois dans Batman. Alors, je ne parle pas du meurtre des parents Wayne par le Joker, mais voilà, un élément qui apparaît dans Batman pour, par la suite, ne plus jamais quitter l'univers Batman. Ah, oui. Pas le Bat-Signal. Oui. Pas la Batcave, mais la Batcave, c'est amusant, c'est... La Batgriffe. Ah oui, Batgriffe, oui, c'est ça, c'est le grappin. Bravo! Applaudissez, monsieur. Et notre Oui, non, c'est donc, oui, le pistolet lance-grappin, si on peut l'appeler comme ça. Avant, en fait, Batman avait soit un batarang, donc ce qu'on voit au début, un boomerang en forme de chauve-souris, avec un fil, une corde dentaire, qu'il lançait, et voilà, ça marche super bien. Soit, et on le voit notamment dans The Dark Knight Returns, il prenait un fusil, enfin dans The Dark Knight Returns, il prend un fusil sniper et avec un harpon au bout. Donc ça surprend au début parce qu'on dit il a un gadget pour ça, mais non, c'est né avec ce film. Et Batman, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait la mythologie c'est nourri de toutes ces adaptations. La Batcave apparaissait pour la première fois dans les feuilletons, les serials des années 40. Qui étaient des épisodes de 15 minutes qui étaient diffusés au cinéma avant la télévision. Tu as parlé de Harley Quinn, le personnage d'Alfred tel qu'on le connaît, il est apparu pour la première fois, pareil dans les premières adaptations audiovisuelles, dans les feuilletons, puisque l'Alfred du comic book c'était un petit gros qui s'appelait Alfred Beagle, qui ne s'appelait pas Alfred Pennyworth, qui était le fils du premier majordome des parents Wayne, et qui avait juré de servir à nouveau les Wayne. Et pour que le personnage se transforme, parce que la version audiovisuelle avait beaucoup de succès, il y a un épisode, que vous pouvez lire d'ailleurs dans une anthologie Batman chez Urban Comics, il y a un épisode où Alfred a besoin de vacances, et il va dans une cure d'amincissement. Et il revient avec une petite moustache et une taille de gentleman anglais. Et je crois qu'il faut attendre les années 80 pour que le nom Pennyworth apparaisse. Voilà, alors maintenant, je vais encore un petit jeu, on va dire. Saurez-vous deviner à quoi je pense? Dans le premier traitement de Tim Burton sur le film, il décrit le personnage du Joker comme un personnage aux cheveux hirsutes, d'une couleur vert-jaune nucléaire, avec un teint blanc sale. À qui d'autre que le Joker pensez-vous avec cette description? Oui, tout à fait. Les cheveux verts, j'aurais dit Broly. Qui était il y a pas longtemps au cinéma Les Arts. C'est dingue. Donc oui, Beetlejuice, donc c'est intéressant, c'est que ce traitement date de 85. La version qu'on voit du Joker dans ce film ne correspond pas à la description que je viens de donner. Donc, beaucoup de fans, beaucoup d'exégètes se sont posé la question, est-ce qu'en fait, Beetlejuice, le design de Beetlejuice n'est pas un design rejeté pour le Joker sur cet épisode de Batman? Et c'est vrai qu'en fait, il y a quelques croquis du premier Joker imaginé par Burton, qu'on peut trouver sur Internet, et c'est bluffant, ça ressemble vraiment au personnage de Beetlejuice, interprété bien entendu par Michael Keaton. Autre chose? Juste une petite anecdote comme ça, quand on voit, comme on disait tout à l'heure pour le costume, pas de slip moulant, pas de collant et toutes ces choses-là, il voulait un costume noir, à savoir aussi que ce costume, en fait, empêchait Michael Keaton d'entendre. Donc ça lui bloquait complètement les oreilles. Donc je sais pas si vous avez remarqué dans la scène justement quand elle est dans la Batcave avec Vicky Vale, quand elle lui parle, il est tout le temps en train de regarder vers la caméra et un peu sur le côté. Et quand elle a fini de parler, lui en fait, il y a une petite seconde avant qu'il lui réponde et on a l'impression qu'il est en train de chercher un petit peu quelqu'un hors champ qui lui dit bon bah c'est bon, elle a fini de parler, balance ta réplique en fait. Donc c'est pas juste une impression, c'est vraiment, il entendait rien du tout à cause de ce costume, ce qui permet en plus de montrer son détachement de tout ce qui se passe. Quand il est en Batman, il est vraiment, on a l'impression qu'il s'en fout un petit peu de ce qui se passe à côté,
bah, c'est en partie à cause de ça. Et autre petite chose concernant le Batman apporté cette fois-ci par Michael Keaton, ça a été aussi, il me semble, le changement de voix. Donc c'est lui qui a proposé de se dire, ouais mais bon, vu que c'est deux personnages à part entière, bah, la voix de Bruce Wayne en plus, comparée justement à Superman, même avec la même voix, on le reconnaît pas, là c'est un petit peu tordu, on va peut-être changer la voix. Donc c'est à partir justement de ce Batman-ci que le personnage n'a pas la même voix entre Bruce Wayne et Batman, chose qu'on retrouvera avec les autres plus ou moins forcés, notamment dans la trilogie Nolan, où là vraiment on sent que c'est Batman. Et dans la série animée aussi, il y a une légère intonation, mais on ne l'a pas en VF, on l'a en VO. La VF de Batman faite par Richard Darbois, qui fera notamment Buzz l'éclair, Aladdin, Richard Gere, Harrison Ford et beaucoup d'autres voix. On n'a pas ce ressenti-là, mais en VO, on a bien la différence de timbre de voix entre Bruce Wayne et Batman. Absolument. Et un dernier rapport de Michael Keaton, c'est la scène où il est suspendu comme une chauve-souris quand Vicky Vale se réveille de sa nuit d'amour et qu'elle voit Bruce Wayne au loin pendu la tête en bas, telle une chauve-souris. Ça, c'est Keaton qui a apporté cette idée. Il voulait vraiment forcer le trait. D'ailleurs, j'ai une citation de Michael Keaton quand il parle de la façon dont il a appréhendé le personnage de Batman. Il dit ce qui rend le personnage doublement intéressant, c'est que c'est une sorte de psychotique. Au début, je ne voulais pas emmener le personnage aussi loin, mais Tim Burton était plus qu'enthousiaste à l'idée d'aller dans cette direction. Je lisais le scénario en me disant cet homme est vraiment en colère, dépressif et sombre. Donc oui, Batman est complètement givré. C'est en tout cas la façon dont il l'a appréhendé, dont il l'a interprété dans ce film, et c'est encore plus, je trouve qu'on le ressent encore plus dans Batman le défi, où Bruce Wayne est inexistant. C'est presque uniquement Batman qui a pris le dessus. La première scène, ce n'est pas un spoiler, la première scène où le personnage apparaît, où Bruce Wayne, dans son manoir, l'air pensif, penseur de Rodin, il ne bouge pas, il n'a plus de raison d'être, il est dans le noir, il a un visage dépressif. Soudain, le pas de signal apparaît. Il se lève, le visage habité, voilà, il a ses grands yeux, ce froncement de sourcils très keatonesque, et voilà, vu en contre-plongée, le personnage renaît, et voilà, Batman peut enfin se révéler. Et voilà, c'est aussi en ça qu'il est intéressant. Le personnage Batman, on découvre un peu sa psychologie à travers son rapport avec ses ennemis, donc le Joker, le Pingouin, il y a toujours cette question de rivalité, et aussi avec les personnages féminins. Voir comment il s'adresse à Selina Kyle / Catwoman, c'est pas du tout le même rapport qu'avec Vicky Vale. Bon, pour terminer, à moins que tu veuilles, voilà, juste parler de quelques chiffres. Alors, Batman, je dis que c'est un immense succès. C'est-à-dire que pour un budget de 35 millions de dollars, il en a rapporté 411 millions. Donc à l'époque, c'est énorme. À titre de comparaison, le Superman de Richard Donner de 1978 a coûté 55 millions de dollars, c'est-à-dire 20 millions de plus, et il en a rapporté 300 millions, donc voilà, 100 millions de moins. Et pour faire un autre comparatif, avec ses 35 millions de dollars de budget, Batman a le même budget que Supergirl. Si vous avez vu ce film, voilà. Vous vous dites que on n'utilise pas toujours les dollars au même endroit. Non mais blague à part, question de ouais, c'est ça. Mis à part un casting, le casting qui coûte toujours une blinde, la direction artistique d'Anton Furst, qui crée en fait cette Gotham City, qui est presque un personnage à part entière, apporte beaucoup au film. Mais Anton Furst était un personnage vraiment torturé. Et c'est malheureux, mais 2 ans après le tournage, il s'est suicidé. Et du coup, c'est pas lui qui a fait Batman le défi. Mais le Batman le défi, c'est encore une autre approche esthétique. On est plus dans une ville l'esthétique très fasciste, avec des colosses un peu érigés partout. Et c'est une ville très expressionnisme allemand, en fait. Donc un peu métropolis. Et voilà, c'est tout en noir et bleu. Et un autre film c'est toujours important de le mentionner, le film Superman 3, par exemple, a coûté 4 millions de dollars de plus que Batman.
Et le résultat ne se voit forcément pas, enfin pas toujours, voire même pas du tout, à l'écran. C'est là qu'on dit que parfois l'argent part dans des effets spéciaux moches qui ne servent à rien. Oui, exactement. Par rapport à ses concurrents de 1989, donc Batman avec donc 411 millions États-Unis international. Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Lui a rapporté 474 millions, donc un peu plus. Mais sur le territoire américain, c'est vraiment Batman qui a écrasé la concurrence. Indiana Jones s'est vraiment fait une recette importante sur le territoire européen, et notamment en France. Et à côté, un film comme Abyss, qui lui jouait vraiment la carte du cinéma de demain, un budget de 70 millions, donc 2 fois plus que Batman, il en a rapporté que 90 millions. Donc voilà. Et pourtant, c'est un film qui aujourd'hui... À découvrir, à redécouvrir. Oui. Ben oui, bien sûr. Donc, tu veux parler d'Elfman, de Danny Elfman? Je parlerai de Prince. On pourrait en parler longtemps. Oui, Elfman, compositeur vraiment phare des œuvres de Tim Burton, dont justement le thème sera repris par Shirley Walker, dans la série animée. Mais là, oui, Danny Elfman, tout ce qu'il compose, on sent bien vraiment la patte. De toute façon, pour les personnes qui ont déjà vu plusieurs films de Burton, ont entendu les musiques de Danny Elfman, on sent vraiment que c'est un univers à part. Juste la musique, elle fait rentrer dans un monde vraiment qui est propre à toutes ces choses-là. Mais il n'y avait pas que lui, normalement, qui devait participer, justement, comme dit Thomas, il va parler de Prince, mais il y avait d'autres artistes qui, normalement, devaient aussi écrire, justement, à la place de Prince. Est-ce que vous avez une idée d'un artiste qui aurait pu, normalement, participer à ça, qui est très proche de Prince? Michael Jackson, justement, devait partir. Et il y avait un deuxième artiste. George Michael. Les deux qui devaient écrire vraiment, normalement, l'original soundtrack du film. Et en fait, c'est Prince. Et c'est pas plus mal. George Michael, je crois qu'il a refusé assez rapidement. Michael Jackson était prévu pour le Love Theme, enfin la chanson qui du coup est Scandalous, qu'on entend à la toute fin, donc cette chanson d'amour, voilà, qui évoque la relation entre Bruce Wayne et Vicky Vale. Prince, lui, devait uniquement composer 2 morceaux. Et vous allez me dire, oui, on n'entend pas plus. Enfin, en réalité, on entend, il y en a 2 qu'on entend vraiment, c'est lors des interventions du Joker, donc dans le musée, lors de la parade. On entend, on reconnaît Electric Chair de Prince lors de la soirée chez Bruce Wayne, il doit y en avoir une autre juste avant. Donc, il doit faire 4 morceaux, mais en fin de compte, Prince s'est pris au jeu. Il a écrit un concept album avec au moins 9 titres, peut-être que j'en oublie, qui est sorti avant le film. Ça, pareil, gros succès. La Warner, de toute façon, voulait Prince parce qu'ils avaient produit le film, distribué et produit le film Purple Rain, qui avait été un gros succès pour eux. Donc, ils voulaient caser Prince. Burton, lui, dit qu'il aimait Prince en concert, pas forcément dans son film. Mais il a trouvé le mec sympa, un peu louche, mais bon, Tim Burton dit ça. Voilà quoi. Je dis rien. Donc voilà, c'était ça a vraiment servi pour le merchandising, pour la promotion du film, l'album, la Bad Dance. Écoutez la Bad Dance. Voilà, le clip aussi avec un Prince qui joue qui interprète pas 2, oui voilà, il interprète presque 3 personnages. Il a un double face, moitié Joker, moitié Batman. C'est bluffant. Mais l'album peut exister sans Batman, sans le film, et c'est ça qui est génial. Qui est génial chez Prince. Écoutez Prince, c'est magnifique. Bon je crois que j'ai trop parlé de Prince maintenant, à moins que vous ayez quelque chose à dire. Bien, je crois qu'on peut vous inviter à écouter notre émission spéciale Batman sur le site de Westrack Radio, donc Popcie, Popcie, sur le site Westrack Radio. Nous avons fait une émission d'1h30 entièrement dédiée à Batman, ses différentes incarnations. Au cinéma, il y a une chronique sur Batman le défi de Tim Burton, mais également la bande dessinée. On vous invite à découvrir White Knight, qui a un lien très fort en fait avec le premier Batman de Tim Burton. C'est qu'il réutilise le nom de Jack Napier comme identité du Joker, sachant que ce nom n'apparaissait pas dans les comics avant le film de Tim Burton. Voilà, donc
On espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous vous remercions, pardon. Et pour ce qui est de la prochaine séance Les Arts Classiques, Eh bien, ce sera Voyage au bout de l'enfer, donc autre ambiance, c'est certainement un peu moins populaire. plein de choses à dire. Plein de choses à dire, mais parce que là, pour le coup, on va prendre une claque et ce sera dans la salle 2, voire peut-être la salle 1 si vraiment la fréquentation est basse. Le vendredi 10 mai à 20h15, donc pareil en version enregistrée, et après, parce que Thierry est très excité d'entendre ça, ce sera donc la nuit Retour vers le futur, cette fois-ci en VF, pour deux raisons. La VF, déjà d'une, parce que c'est une nuit, et une nuit ça s'organise avec énormément d'énergie, donc l'idée c'est de faire profiter le maximum de personnes, mais aussi parce que le réalisateur Robert Zemeckis adore la VF et avait même dit mieux que la VO. La VF est mieux que la VO, donc De bonnes raisons. deux bonnes raisons de voir toute une nuit sur Retour vers le futur. On est déjà en train d'y travailler, à savoir que sur cette nuit-là, il y aura un petit déjeuner offert, et il y aura des animations, et je ne sais pas si on va réussir à faire venir une DeLorean. Au-delà de ça, on vendra du hot dog et du milkshake pour faire un peu soirée américaine des années 50. Offert. Là, pour le coup, on ne vendra pas trop cher, mais on vendra, c'est promis. Voilà, c'est tout pour moi. Puis, merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. C'est bon,